Aujourd'hui, je vous teste un objectif qui va être important pour la monture Fujifilm. En effet, aujourd'hui, les objectifs standards qui sont le plus utilisés en monture Fuji, c'est le 16-55 f2.8, très connu, et le 16-80 f4. Ces deux objectifs, quoi qu'on en dise, qui restent avec un volume assez important. Ici, Sigma arrive avec une offre qui est absolument incroyable, qui encore une fois, je trouve, se marie mais à merveille avec de l'APS-C. Donc c'est un 18-50 à ouverture constante, f2.8. Et regardez la différence de taille par rapport aux deux objectifs Fujifilm. Là, à ce niveau-là, il les enterre carrément et vous allez voir qu'il est bourré de qualité. Donc quand on regarde la fiche technique, on est sur un équivalent 27 à 75 mm. Donc un des compromis que Sigma a fait, c'est qu'effectivement, la plage focale est un tout petit peu plus réduite. Le 16-55 était un équivalent 24 à 82 mm et le 16-80 était un équivalent 24 à 120 mm. Donc clairement, 27-75 mm, vous allez être un tout petit peu moins large à la position paysage et en position portrait, vous avez un tout petit peu moins de zoom. Et dans les objectifs standards, on pourrait aussi citer le Tamron 1770 f2.8, mais on est sur une offre complètement différente puisqu'on serait sur l'objectif le plus gros de ce comparatif-là, mais celui avec l'ouverture constante vous donnant la plus longue portée. Mais ça, c'est vraiment une offre complètement différente. Celle de Sigma, aujourd'hui, c'est vraiment de vous offrir le maximum de compacité et de légèreté, et je trouve que c'est exactement ce qu'il faut à nos APS-C. Donc, évidemment, moteur autofocus rapide, c'est un objectif qui n'est pas stabilisé. Par contre, il est tropicalisé, il ne pèse que 290 grammes, donc c'est plus de 2 fois moins par rapport au 16-55 f2.8, et c'est 150 grammes de moins que le 16-80 f4. Il a une qualité qui est sympa, on va le voir, c'est qu'il vous permet un agrandissement maximal de 0,35, ce qui est le double du 16-55 de 8 de chez Fuji. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on peut faire un peu de macro avec et ça, c'est sympa. Et enfin, autre argument de masse, son prix, 499 € seulement pour une ouverture constante à f2.8. C'est une première en monture Fuji. On commence en regardant l'amplitude focale. 18 mm, c'est ça. 50 mm, c'est ça. Donc on a quand même une belle amplitude focale malgré la taille. Si vous posez la question, c'est quoi la différence entre 16 mm et 18 mm? Ça, c'est 16 et ça, c'est 18. Donc regardez, vous allez perdre un bon centimètre, 1 centime, 2 cm sur les côtés à droite et à gauche. 16, 18. 16, 18. Donc ça fait partie des petits compromis à accepter. L'autre compromis, c'est à 55 mm, en l'occurrence par rapport au 16-55 f2.8. Hop, là aussi, ça fait une petite différence, même si je trouve que ça n'a aucune importance à 50 mm pour moi. En termes de piqué à 18 mm, je suis très étonné par la qualité du piqué délivré au centre, ici sur un capteur de 40 millions de pixels. C'est quasiment optimal dès la grande ouverture. On gagne vraiment un chouïa à 5.6. C'est un peu plus difficile sur les bords de l'image. Ici, je suis à l'extrême droite. On peut voir qu'effectivement, à f2.8, c'était moyen, avec pas mal de vignettage. Et il faut attendre plutôt 5.6 f8 pour avoir une image qui est homogène. Mais l'information à retenir, c'est que finalement, si vous faites du paysage, en fermant l'ouverture, vous avez un objectif qui est homogène et qui vous délivre un bon piqué, même à 40 millions de pixels. En milieu de zoom, ici à 35 mm, le piqué est toujours aussi bon au centre, sur 40 millions de pixels. Quasiment pas d'amélioration lorsqu'on ferme. Et on a toujours ce même comportement avec des bords un peu plus mous à la pleine ouverture, mais dès que vous arrivez à 5.6, même sur du 40 millions de pixels, vous avez un résultat qui est top et homogène. Allez, on termine en bout de zoom à 50 mm avec toujours un piqué au centre qui est vraiment topissime. Et sur les bords, on a toujours le même fonctionnement. Regardez, entre 2.8 et f8, on a une amélioration qui est énorme. Donc un objectif qui n'est pas homogène à la pleine ouverture, mais un objectif qui est homogène dès que vous arrivez à 5.6 ou f8. Donc j'ai comparé le Sigma avec les deux Fujifilm évidemment. Ici on est à f8 parce que c'est la position qu'on va utiliser quand on va faire du paysage. Et je dois dire qu'au centre, je suis étonné. Pour moi, c'est le Sigma qui a le plus de piqué au centre. Il arrive à être un chouïa plus piqué que le 16-55 f2.8. Et par contre, les deux sont vraiment supérieurs pour moi au 16-80 f4. Donc réellement, le Sigma est une belle surprise. Sur les côtés à 40 millions de pixels, j'ai l'impression que c'est un peu difficile pour tous les objectifs. Il n'y a aucun objectif qui est capable de vous délivrer 40 millions de pixels sur les côtés. Mais j'ai tendance à dire que le Sigma aussi est probablement celui qui a le meilleur piqué ici sur les côtés. Un chouïa meilleur que le Fujifilm 16-55. Par contre, le 16-80 f4, il est complètement perdu sur les côtés. J'ai décidé d'exclure le 16-80 f4 parce que pour moi, il est vraiment inférieur aux deux autres. On va se concentrer sur le Sigma et le Fujifilm 16-55 f2.8. Et encore une fois, ici, on est à 35 mm. On est à la pleine ouverture f2.8. Pour moi, le Sigma a tendance à faire mieux que le 16-55 f2.8.
Et quand on regarde sur les bords, il est aussi plus homogène le Sigma que le 1655 f2.8. Ici, je suis maintenant à 35 mm. On est maintenant à 50 mm et écoutez, un peu surpris, mais là pour le coup, le Sigma est vraiment supérieur au 1655 f2.8 à 50 mm. Et ici, on est au centre, mais ça me semble être aussi le cas sur les côtés, hein. Pour moi, on a beaucoup plus de détails sur le Sigma. Un des atouts de cet objectif, je vous l'ai dit, c'est la capacité à se rapprocher des choses pour faire des gros plans. Un peu une macro, des fleurs, des insectes. Ben, regardez, ça c'est le meilleur grossissement qu'on peut avoir avec un 1655 f2.8. Ça, c'est l'image que j'obtiens avec le 1850 de chez Sigma. Donc, on voit que là, il a vraiment un avantage parce que l'objet peut être 2 fois plus gros que sur le 1655 f2.8. Avec un piqué au top, évidemment. J'ai testé son autofocus avec le X-H2S, celui qui est le meilleur autofocus dans la gamme Fujifilm. Je ne vous fais pas l'affront de regarder toutes les photos, mais je peux m'arrêter un peu n'importe où, tout simplement parce qu'il n'y a que 10% de photos qui sont loupées. Et 10%, c'est à peu près le meilleur score que j'obtiens avec le X-H2S sur tous les objectifs. Ça veut dire qu'il exploite sans aucune difficulté les mécanismes autofocus du X-H2S et de tous les autres Fuji, donc il pourra exploiter votre boîtier. Et j'ai même été étonné. J'en ai fait d'autres ici avec ma chienne. Et en la faisant vraiment arriver rapidement, vous voyez là, elle arrive vraiment rapidement. Et j'étais étonné parce qu'il y a vraiment des photos. Là, on est à la dernière minute. C'est la dernière photo avant qu'elle disparaisse. Et vous voyez, l'autofocus, il avait chopé la chienne. Et celle-là, c'est pareil. Elle arrive vraiment à pleine balle et l'autofocus avait chopé la chienne. Donc en termes autofocus, pour moi, il y a zéro problème. C'est un objectif qui avait été fait pour la monture Sony, hein, que j'avais testé avec le Sony A1 à l'époque. Et il n'y avait pas de problème sur le Sony A1, donc clairement, en termes autofocus, il n'y a aucune question à se poser. Bon, le piqué, l'autofocus, tout ça, c'est bien joli, mais je me suis aussi posé la question un peu du rendu, quand on fait des portraits. Est-ce que vraiment on a le même rendu qu'un 1655? Et je dois dire que oui, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu beau comparer des photos comme ça, et que ça soit en piqué. Parce que ici, par exemple, voilà, je peux vous montrer le piqué des deux, et je ne vois pas de différence de piqué des deux. Pour moi, c'est ce que je vous ai montré dans le piqué. Ça fait le même boulot, mais l'autofocus, c'est-à-dire que le bokeh est aussi doux sur le Sigma qu'il est doux sur le Fujifilm en fait. Pareil sur cette autre photo, en termes de piqué, je vois très peu de différence. Donc le grossissement, c'est juste que je suis à 55 mm sur le Fuji, alors que je suis à 50 mm sur le Sigma, mais le piqué pour moi, regardez au niveau des cheveux, hein, le piqué est le même sur les deux objectifs. Et quand on regarde l'arrière-plan, la manière dont il est diffusé et compagnie, très peu de différence entre les deux. Et si on regarde ici maintenant sur les billes de bokeh, eh ben, j'aurais presque tendance à dire que le Sigma a un meilleur bokeh que le 1655 parce que le 1655, on va retrouver pas mal d'onion ring. Vous voyez ici par exemple sur cette bille-là, pas mal d'onion ring sur le 1655, alors qu'on en trouve très peu sur le Sigma. Donc même en termes de bokeh, il se comporte bien ce Sigma. Ici, je sais toujours qu'avec les reflets dans les feuilles des arbres, c'est toujours un peu difficile. Donc, je suis quand même fouillé, vous voyez, pour voir si vraiment on n'avait pas de différence de bokeh ou ce genre de choses-là. Moi, je trouve que le rendu est très similaire entre les deux objectifs. Nouvel exemple ici avec cette plante. Et écoutez, je vous laisse seul juge, mais pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, hein. Petite pause dans la vidéo. Si cette vidéo vous est utile, vous pouvez me permettre de toucher une commission en l'achetant chez ipln.fr en mettant le code créateur Damien. Donc un grand merci à tous ceux qui soutiennent mon travail. J'ai testé aussi un peu ce que ça donne en vidéo. Je n'ai pas noté de pompage particulier dans tous les plans que j'ai fait. L'autofocus suit bien. Vraiment rien de spécial. Il y a quelques petites hésitations d'autofocus, mais qui sont dues vraiment au X-H2S que je vous ai montré dans le test. Mais pour le reste, on est sur un objectif qui se comporte comme du natif. Donc tous les algorithmes de détection, tout ça, ça marchait exactement pareil. Et pour la petite info, sachez qu'on est sur un objectif qui serait parafocal. Donc on peut désactiver la mise au point, on peut zoomer, on garde la mise au point. Mais comme vous pouvez voir ici sur ce plan qui a été tourné sans mise au point, quand vous changez la focale, on a comme un temps d'ajustement qui crée des petits flous. Donc ce n'est pas un objectif en vidéo sur lequel vous allez pouvoir zoomer parce que vous avez ces espèces de flous qui apparaissent lorsque vous changez la focale qui n'ont rien à voir avec l'autofocus. Bon, rassurez-vous, je vais quand même lui trouver quelques défauts. Ici, sur les aberrations chromatiques, clairement, on voit un peu plus d'aberrations chromatiques que la moyenne. Donc toujours VS le 1655. Alors on voit aussi des aberrations chromatiques sur le 1655, mais enfin quand même beaucoup moins. Sachez qu'ici que je suis zoomé à 600%. Hein.
Mais voilà, on voit quand même pas mal d'aberrations chromatiques. Alors c'est vrai que je suis étonné, je pensais qu'il y en avait un peu moins sur le 1655. Vous voyez ici par exemple quand j'avais fait la mire, sur la mire on voit quand même pas mal d'aberrations chromatiques. Et pour info, c'est vraiment la philosophie de Sigma. Vous proposez un objectif le plus léger, le moins encombrant possible, en comptant sur des algorithmes aujourd'hui qui font très bien ce travail-là de corriger la distorsion ou d'enlever les aberrations chromatiques. Donc c'est un parti pris qu'il faut accepter. Et puisqu'on parle de distorsion, ça c'est la distorsion à 18 mm, ça c'est la distorsion qu'avait le Fujifilm à 16 mm et la distorsion qu'on a à 55 mm. Sachez que la distorsion ne se voit pas sur les JPEG puisque l'appareil corrige automatiquement la distorsion et on a les profils dans Capture One et dans Lightroom qui permettent aussi de corriger sur les fichiers RAW. Allez, on compare le flair maintenant sur les deux objectifs et on va se rendre compte que c'est assez similaire, probablement avec le Fujifilm qui fait un tout petit peu mieux. L'étoile du Fuji, d'ailleurs, me semble un tout petit peu meilleure que celle du Tamron. Mais c'est vrai qu'en termes de flair, le Sigma, on a peut-être un chouïa mieux, un chouïa plus que le Fuji. Mais encore une fois, je trouve ces objectifs extrêmement proches dans leur rendu. Face au soleil, on a l'impression que le Sigma perd un peu moins de contraste que le Fujifilm qui est vraiment gêné par le soleil. Concernant le soleil en étoile, bah écoutez, avantage plutôt au Fuji, qui je trouve a une plus jolie étoile que ce que donne le Sigma. Et ici, voilà, par exemple, là, on avait pas mal de défauts optiques, un gros flair ici sur le Sigma, et effectivement, on en avait peut-être un tout petit peu moins ici sur le Fujifilm. Au final, assez étonné par cet objectif, il est tout petit, mais alors il est costaud, il est capable, notamment en piqué, il m'a étonné parce qu'il est capable de rivaliser et même de surpasser souvent le 16-55 f2.8 de chez Fuji sur un capteur de 40 millions de pixels, excusez-moi du peu, donc très étonné par la qualité optique. Mon Sigma nous a déjà montré qu'ils savent faire ça, mais c'est toujours étonnant de le voir. Alors certes, la plage focale est un peu plus réduite. Moi, je vous avais fait une vidéo comment je fais des photos grand angle sans grand angle lorsque je suis en vacances, parce que lorsque je suis en vacances, moi je pars avec un 28-70 plein format généralement, d'ailleurs signé Sigma, et ici c'est un 27-75, donc on est plus large que le 28-70 que je prends régulièrement en vacances, donc clairement pour cet usage-là, pour moi, mais il est idéal cet objectif, c'est une tuerie avec cette ouverture constante à f2.8 et cette capacité à faire un peu de proxy macro parce qu'il a un rapport de grossissement 2 fois meilleur que le 16-55, franchement c'est le top. Après, est-ce qu'il est capable de remplacer un 16-55 f2.8? J'aurais tendance à dire non, puisqu'il n'a pas la même plage focale, il n'a pas la bague d'ouverture que j'aime beaucoup, qui est absente évidemment de cet objectif, et il y a quelques petits trucs que le 7-55 f2.8 fait mieux, mais il coûte plus de 2 fois plus cher. Je peux que vous conseiller cet objectif-là. Pour moi, c'est un objectif qui doit être dans la majorité des sacs des Fujis, parce que quand on veut partir léger, c'est un zoom de très grande qualité et qui surpasse largement un 1680 f4. Si cette vidéo vous a été utile, ipln.fr, code créateur Damien, salut.